Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Voilà, les 5 minutes académiques étant passées. Je vais introduire cette soirée et avec un grand plaisir. Un grand plaisir pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que l'IPROS a beaucoup soutenu ce projet de plusieurs manières. Et donc son aboutissement dans la publication de cet ouvrage, dont je vais dire 2 mots, mais ce n'est pas mon rôle ici ce soir, est vraiment un grand plaisir. C'est très sincère, d'autant que j'ai beaucoup apprécié. J'en connaissais le contenu évidemment de cet ouvrage, puisque, comme je le disais, on a accompagné ce projet autant qu'on a pu. Mais à la découverte du produit fini, si je puis dire, et de l'objet et de son contenu, j'étais absolument ravi. J'ai lu ce livre à une vitesse plutôt accélérée, compte tenu de ce que sont mes lectures habituellement, c'est-à-dire interrompues par toutes sortes de choses. Et là, je ne l'ai pas quitté. Je ne l'ai pas quitté pour plusieurs raisons. La qualité des locuteurs, puisqu'il s'agit en grande partie d'un échange, et la qualité des locuteurs et évidemment du personnage principal qui est le maire de la commune de Chambon avec lequel Frédéric a passé beaucoup de temps, et qui, de mon point de vue, est un enseignement pour nos étudiants, c'est-à-dire la réalité de la production des territoires à travers l'œil d'un de ses acteurs principaux, un maire, et qui n'est pas ni architecte ni urbaniste, mais qui a une compréhension des enjeux et des leviers et des interstices dans lesquels intervenir et accompagner une production qui aurait pu prendre toutes sortes, une production de territoire qui aurait pu prendre toutes sortes de lignes et qui finalement a les qualités que Frédéric décrit dans un propos introductif, aussi d'une grande qualité, complété par un reportage photographique de grande sensibilité, celui d'Emmanuel Blanc, qui est avec nous ce soir, et également un travail minutieux de cartographie pour lequel je pense on peut remercier Véronique Attette, mais tu le feras sûrement mieux que moi, Frédéric. Donc on est très heureux ce soir d'accueillir l'auteur, Frédéric Pouzin, chercheur, directeur de recherche CNRS et membre de l'IPROS, Béatrice Mariol, qui a accepté d'en être le discutant, voilà. Et donc Béatrice, qui est professeure de théorie de la pratique de la conception architecturale à l'école de Lille et membre de l'IPROS, ainsi que Emmanuel Blanc, donc photographe à qui on doit ce reportage photographique qui accompagne ce livre avec, que je disais, beaucoup de sensibilité. Donc je vous laisse la parole. Je vous remercie encore d'avoir accepté de venir présenter cet ouvrage, c'est un grand plaisir. Et je me retire parce que j'ai quelques étudiants qui m'attendent encore et je vais venir tout à l'heure vous rejoindre pour la fin de l'exposé. Merci encore. Bien. Je vous souhaite une bonne audition. Bonsoir à toutes et à tous et merci André de cette présentation et introduction.
Écoutez, j'enchaîne sur la présentation de cet ouvrage. Donc, nous sommes ce soir avec Emmanuel Blanc, photographe, pour présenter l'ouvrage. Nous recueillerons donc les impressions de lecture de Béatrice Mariol, que je remercie encore une fois d'avoir accepté d'engager le dialogue autour de cet ouvrage. Et malheureusement, le maire de Chambon, Bernard Courcoul, n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons de santé. Il nous suit sûrement en visioconférence et je profite de ce moment pour le saluer chaleureusement. Voilà. Il est un protagoniste majeur de cet ouvrage, André l'a dit. Sans lui, l'ouvrage n'aurait pas vu le jour et nos entretiens constituent une part centrale de cet ouvrage. Alors, je commencerai cette présentation par situer la commune de Chambon. Alors, elle est au sud de Tours, au nord-est de Poitiers. Vous le voyez sur cette petite carte réalisée par Véronique Attet, qui a réalisé la cartographie pour cet ouvrage. Donc, au sud de Tours, au nord-est de Poitiers, Chambon est installé dans une boucle de la Creuse, à l'écart de 2 métropoles. C'est une commune rurale à proximité de plusieurs bourgs qui constituent un premier ensemble de ressources complété par celles des villes moyennes de Loches et de Châtellerault. Et puis les ressources que constituent bien évidemment ces 2 métropoles. Alors, quelle idée de ruralité irrigue la commune depuis plus de 30 ans? Cette question, c'est l'idée directrice qui a motivé l'écriture de ce livre. Elle a découlé d'une série de conversations informelles que j'avais pu avoir avec Bernard Courcoul lorsqu'il était encore maire de Chambon. Un séjour prolongé dû au confinement m'a donné l'idée de formaliser ces discussions sous la forme d'entretiens que nous avons menés en 2021. Alors, après le confinement, la liberté de déplacement recouvrée m'a donné envie d'arpenter ce territoire avec un photographe. J'en ai parlé à Emmanuel Blanc, dont la sensibilité paraissait correspondre à ce projet. Elle a d'emblée été enthousiaste et elle nous dira pourquoi tout à l'heure. À mes yeux, partager le regard d'un photographe est méthodologiquement essentiel pour appréhender un paysage. Ce projet, enfin, répondait à un appel lancé par les productions du FA, dont les 2 éditrices sont ici présentes. Appel qui correspondait au souhait de ces éditions d'ouvrir une collection dédiée au renouveau du monde rural et des territoires. Alors, ma proposition d'ouvrage a été accueillie très favorablement pour initier cette collection. Alors, le livre... alors, est-ce que ça marche ? Voilà. Le livre est construit autour de 3 parties. Alors, vous avez la table des matières sur la droite. Dans une partie introductive, œuvrée à la faveur du paysage, je développe un ensemble de réflexions sur la ruralité, l'intérêt à se pencher sur un territoire situé entre 2 métropoles et qui n'appartient pas à un parc régional, mais dont les habitants ont su fabriquer une véritable qualité paysagère dont j'essaie de rendre compte et que je m'efforce de mettre en perspective. Une seconde partie est constituée par 4 entretiens avec Bernard Courcoul qui constituent un véritable récit de lieu autant qu'un récit de vie. Cette partie constitue également un témoignage précieux pour réfléchir à l'action municipale, à son sens, à sa conduite. Enfin, une dernière partie est constituée par le discours visuel que tient Emmanuel Blanc et qu'elle présentera à ma suite. Donc, je suis attentif à cette idée qu'un photographe produit un discours à travers les images qu'il produit et qu'il met en forme, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, les entretiens avec Bernard Courcoul... oui, c'est bon, peu importe. Pardon, avant d'aborder les entretiens,
je vous propose de porter un regard sur la commune à partir du panorama qui introduit le cahier photo. Les autres photos que je présenterai sont toutes des manuels, mais elles ne sont pas issues du cahier photo. Alors, le panorama donne à voir l'étendue du territoire. On perçoit au premier plan la plaine alluviale, puis le coteau calcaire sur lequel s'étage le bourg de Chambon, avec ses hameaux qui se distribuent à flanc de coteau, à gauche et à droite. Voilà. Voici également deux photographies qui donnent un aperçu sur l'intérieur du village et une vue d'ensemble depuis le coteau. Les entretiens avec Bernard Courcoul. Alors, Bernard Courcoul est arrivé sur la commune il y a plus de 50 ans. Il s'est engagé au sein du conseil municipal dès 1971. Il a été élu maire en 1983 et a été réélu à 4 reprises jusqu'en 2014. C'est donc une action menée au fil de 5 mandats qu'il nous est donné d'observer sur une période de 31 années. Les entretiens qui relatent cette action ont été organisés autour de 4 thèmes. C'est ça? Voilà. Le premier évoque la tourmente du remembrement. Il permet de relire ce moment charnière de la transformation de nos campagnes, la violence du processus de recomposition des parcelles, violence physique, l'arrachage des haies, violence sociale, la fin de l'économie vivrière, mais aussi l'espoir d'une vie meilleure, la modernité d'une agriculture mécanisée, la fin des pesanteurs. On voit sur les photographies aériennes l'évolution de ce parcellaire depuis 1950 qui n'a cessé de se simplifier du fait de l'agrandissement des parcelles. Le second entretien porte sur l'action municipale. Comment gérer un ensemble bâti et humain fermement ancré dans son territoire agricole? Comment éviter l'étalement de l'habitat? Maintenir l'identité du bourg et des hameaux en sachant être accueillant pour de nouveaux habitants. Cet entretien est l'occasion de revenir sur les évolutions culturelles, de suivre la montée en puissance de thématiques comme le patrimoine, le paysage, l'environnement durable. Le pas de temps de 40 ans permet de mesurer la permanence des préoccupations environnementales, même si elles ont pu parfois être occultées par certaines politiques publiques. Elles reviennent en force aujourd'hui sous l'effet de la crise climatique. Le point de vue ici est celui de l'acteur local, de l'habitant gestionnaire de son territoire. Le troisième entretien est consacré à l'activité de potier, à l'implantation de cette activité au cœur même du village. Comment cette activité s'ancre-t-elle sur le territoire? Quel impact a-t-elle pu avoir? Quelle place tient-elle encore aujourd'hui? Outre des éléments de réponse, l'entretien permet aussi de comprendre combien la sensibilité et la culture du potier peut nourrir la conduite de l'action municipale. Comment le regard esthétique constitue un levier pour décider des aménagements, de la pertinence ou non des transformations. Le quatrième entretien, enfin, porte sur le paysage, le lieu tel qu'il est structuré au fil du temps, à partir de ses conditions physiques, autant que sous l'effet de l'action de l'homme qui l'a façonné et habité. Le paysage est un lieu aménagé pour y vivre, sa réalité est tout autant matérielle qu'immatérielle, il comporte sa part de vécu et de représentation. La compréhension du paysage s'est imposée dès le départ à Bernard Courcoul. Elle a infléchi ses actions sur le territoire, ses relations avec les divers acteurs qui l'ont accompagné. Elle est l'une des clés de la cohérence de l'action municipale menée au long de 30 années de mandature. Le paysage est pour moi également une entrée qui permet d'appréhender un territoire, de saisir la cohérence d'un milieu physique et humain. Je me suis efforcé d'expliciter le potentiel de ce territoire rural à travers ses logiques spatiales, passées et actuelles, ainsi qu'en termes de potentialité de projet. La description y joue un rôle stratégique. Elle participe d'une méthodologie originale, ouverte à la transformation, ouverte au projet. À mes yeux, la description peut être déjà considérée comme une forme de projet, dans la mesure où elle est orientée par un regard qui ouvre sur des évolutions, des actions, le futur. Je partage ce souci de la description avec Emmanuel Blanc pour observer l'implantation des maisons, des fossés ou encore les lisières des jardins,
des champs, des bois, comme autant de signes de l'histoire et des choix politiques. Parmi tous ces sujets, le jardin, ou plutôt les jardins, m'ont particulièrement intéressé. Et je m'y attarderai un tout petit peu pour cette présentation. Alors, plusieurs types de jardins peuvent être identifiés. Les jardins qui se développent à l'arrière des habitations, qui accueillent potagers, garages et appentis. Ils créent une transition avec les espaces de culture, comme on le voit ici sur cette image en haut à gauche de la photo de droite. Traditionnellement, le verger vient prolonger le potager, atténuant le contact avec les champs de pleine culture. Ici, ce sont des rangs de vignes. Des vergers, il n'y en a plus beaucoup. Seuls d'anciens fruitiers attestent leur existence, comme on le voit sur la photo de gauche. Sur la photo de droite, murets, arbres et arbustes organisent l'épaisseur visuelle. Mais bien souvent, la confrontation est plus rude. Il s'agit simplement de faire face. La clôture établit la limite corporelle et visuelle entre le domestique et le cultivé. Ne pourrait-on alors développer le projet de réintroduire des espaces de verger pour retrouver des transitions plus subtiles, renouer avec une production à l'échelle domestique ou une communauté de voisinage, ainsi diversifier les modes de production agricole? On est là du côté du projet. Le jardin peut prolonger aussi la cour de ferme. Il accueille les animaux de la basse-cour, quelques moutons. L'élevage domestique côtoie les champs et rend la confrontation plus fluide, comme on peut le voir sur cette image. Et puis, il y a le jardin dans le village. Alors, dans le village de Chambon, les jardins des maisons se distribuent à l'arrière des façades ou sur le côté, dans une épaisseur faite d'intrications de venelles, de petits enclos qui apportent respiration et lumière au bâti. Sur le plan du cadastre, on voit bien les blancs qui circulent à l'arrière des bâtiments. La façade du village, depuis les champs, offre une continuité de jardins clos, dont celui de l'ancien presbytère qui est aujourd'hui le jardin public. Il accueille les ressources mises en place par la politique municipale, les équipements sportifs, une table de ping-pong, un jeu de boules, un court de tennis, grâce à une série de haies végétales qui sont comme des coulisses par rapport aux clôtures. Les clôtures des jardins privés, l'ancien mur du presbytère, le jardin public déploie tous ces espaces. Alors ces jardins entretenus et soignés disent l'agrément d'habiter Chambon. Ils lient l'habitat à son environnement, accueillent les multiples pratiques et usages. Ils peuvent aussi être le lieu d'intervention de nouvelles formes de gestion alternative, comme le rappelle souvent Gilles Clément. Enfin, au sud-ouest, au milieu des champs, un enclos retient l'attention. Il délimite un vaste espace laissé en friche qui aiguillonne l'imaginaire. Il s'agit du jardin de Boulan, un ancien jardin de la Custière que ses propriétaires actuels préservent dans son état historique. Traces du passé, ruines d'un jardin historique, patrimoine contemporain, il dit l'importance du jardin dans la composition du paysage rural. Après avoir donné un rapide aperçu donc de l'ouvrage, je voudrais conclure maintenant en remerciant donc Véronique Attet pour la réalisation des cartes, l'accompagnement efficace qui la caractérise. Un grand merci également aux éditrices Valérie Thouard et Françoise Arnold pour leur soutien, pour le travail éditorial, la mise au point des textes, l'attention qu'elles portent aux images. Je vous remercie. Voilà. Alors, Emmanuel. Donc, moi, je vais commencer en parlant de ma réaction quand Frédéric est venu me proposer de travailler sur ce projet. J'ai plutôt
peu fait de travaux sur la ruralité. J'ai un travail assez important sur l'urbain, l'architecture. Ça vient de ma formation d'architecte. Et j'ai aussi beaucoup travaillé et je continue à travailler sur la montagne, plutôt la haute montagne, mais cet endroit de ruralité, c'est un endroit où j'ai assez peu travaillé. Et donc, ça m'intéressait de venir poser mon regard sur ce type d'espace, d'autant que j'ai grandi entre une ville et tout mon temps libre à la campagne, chez des grands-parents paysans, et que c'est un type de territoire que je connais très bien, que j'ai vu évoluer. Et voilà, j'avais jamais pris vraiment le temps de travailler sur un village comme ça. C'était quelque chose qui m'intéressait. J'avais été, en visitant cet endroit avec Frédéric, j'ai repensé au diplôme de Charles-Henri Tachon qui s'appelait Mon village en l'an 2000, qui était, en fait, on était très proches parce qu'on était on était ensemble à la fin de nos études d'archi à Tolbiac, et il mettait l'accent sur il parlait de Mercurey, donc un village en Bourgogne, pour lequel les terres agricoles valent plus cher que les terres constructibles, ce qui est quelque chose d'assez rare à la campagne. Et ce qui pointait, et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était toutes les petites choses, tous les petits détails qui faisaient que le village restait un beau village sans être classé le plus beau village de France et être figé dans un aspect pas vivant, quoi. Donc, j'étais tout le temps avec ces pensées-là, et j'ai trouvé que le village de Chambon me rappelait Mercurey en moins chic, mais avec quelque chose comme ça d'une attention à des petits détails, à des choix qui font la qualité de ce village. Alors, moi, je vais parler aussi de ma méthode de travail, parce qu'avant avant de faire du terrain, j'adore regarder les cartes cartigènes top 25. C'est un peu l'outil de démarrage, parce que ça me permet de comprendre le territoire sur lequel je vais travailler, de vraiment l'analyser. On met plein de choses sur une carte, et vraiment sur une carte papier, parce que je trouve qu'on peut les étaler, on peut s'approcher, se reculer et avoir toutes les informations en même temps, alors que toutes les cartes qu'on a sur un ordinateur qu'on zoome ou qu'on dézoome, on perd une quantité d'infos à chaque fois. Enfin, voilà, moi, je tiens vraiment au papier, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça nous a permis de déterminer, de comprendre comment a été construit ce territoire, et puis de déterminer aussi des points de vue, et notamment donc, le point de vue pour cette vue panoramique, qui permet de comprendre comment le village vient s'inscrire avec sa topographie, comment le relief, alors je viens de la montagne, donc c'est très important pour moi le relief, mais comment le relief a dicté les endroits où se sont installées les maisons, les champs dans la plaine alluviale, les forêts sur les coteaux. Enfin, en fait, sur une image comme ça, on peut lire tous ces éléments. Et voilà, je trouve que comme entrer dans un travail de description, mais pas que de description d'un territoire, je trouvais que c'était important de commencer par une image comme ça, qui mérite d'être un peu grande. Alors, c'est toujours un peu compliqué dans un livre, c'est jamais assez grand. Et j'ai pas l'image en entier. Alors là, en fait, je vais vous montrer toutes les images du livre. Je m'arrêterai plus ou moins longtemps sur certaines. J'ai pas cherché. Enfin,
on a arpenté ensemble le village pendant plusieurs jours et j'avais beaucoup d'images. Et pour le livre et puis en général, j'ai tendance à sélectionner très, 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 très serré. Donc, j'ai gardé quoi, j'en ai gardé 30 sur 1000. 35 sur 1000. 30, 35 30. 30. Donc, c'est pas beaucoup. Et il fallait faire des choix et vraiment un choix éditorial et de se demander, aussi plastiquement, qu'est-ce qui m'intéressait de garder. Et donc, c'est pas forcément des photos qui sont très attendues, très descriptives, même si elles sont pleines d'informations, mais elles demandent toujours un petit peu d'attention pour vraiment comprendre de quoi on parle. Donc là, on parle de comment on peut refaire un toit contemporain en étant respectueux des détails et des écritures des toits anciens. On a donc là, on est plus dans le village. C'est agaçant de ne pas pouvoir. Donc plus dans le village avec une confrontation aussi maisons récentes et les maisons anciennes, mais toujours avec une tentative plus ou moins réussie parfois, mais de rester dans le même, dans le même esprit que les maisons du village. Alors, je défile un peu plus vite là. Un des autres, ouais, une chose que j'ai zappé. Avant de faire du terrain donc, et de regarder des cartes, j'ai besoin aussi de travailler avec d'apprendre des choses sur ce terrain-là. Donc là, j'ai lu les entretiens de Bernard, on a beaucoup discuté, donc je savais aussi ce que j'allais chercher sur ce terrain. C'est assez courant dans mon travail d'aller questionner des chercheurs qui sont en rapport avec le sujet sur lequel je travaille. Et donc, la question du remembrement assez violente m'a amenée à faire ces photos-là, enfin celle-ci et d'autres, vous en verrez d'autres, où vraiment je travaille, enfin, je mets vraiment l'accent sur le sol et les différentes textures qu'il peut avoir. Et puis et là, l'absence de haies qui est assez violente. Donc vous verrez les images, ouais, c'est encore du sol, les images du village, même quand on est à l'intérieur du village, elles sont vides de piétons. Il y a très peu de voitures, il y a quelques piétons. Pourtant, le village est vraiment habité. Mais à part la mairie, il y a l'école, il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas d'école. Non, il n'y a plus d'école. L'école, elle est fermée. Il n'y a pas de commerce, donc le commerce se fait comme ça par livraison, des boîtes aux lettres très importantes, mais peu de piétons. Toujours un travail sur le. Enfin, mon travail part souvent du sol, de ce que je peux en lire, et notamment là, ce sol qui est beau, qui a des belles couleurs, il est quand même complètement brûlé parce qu'il est désherbé de façon un petit peu chimique. Et voilà, il y a quand même des ambiguïtés dans certaines photos comme celle-ci, je trouve, où on a l'impression d'être devant quelque chose d'assez beau et finalement, c'est une violence faite au sol. Autre chose sur le sol qui nous a intéressés, c'est la façon de travailler les talus et les écoulements des eaux. En fait, on n'a jamais il y a un seul endroit où on a trouvé une buse pour écouler les eaux le long des routes. Et du coup, on a un modelé comme ça du bas-côté qui est hyper doux, qui est intéressant et puis qui fonctionne très bien. Bon, je vais pas commenter toutes les photos.
ça, c'est une photo dont tu parlais, donc il ne l'a pas montrée, celle-ci. Là, moi, je vous montre vraiment les photos qu'on a sélectionnées. Au final, celles que Frédéric a montrées, c'est des photos qu'on n'a pas gardées, au final, mais qui sont plus explicatives, peut-être que les miennes. Mais là, toujours en parlant de matière, le fait d'avoir fait une table de ping-pong en béton, un banc en béton, c'est quelque chose qui répond vraiment à la pierre, à cette succession de murs en pierre, de façades en pierre. Et voilà, ça fait partie des petits détails qui fonctionnent bien. Un banc en métal n'aurait pas eu le même impact dans ce petit jardin public. Là, on est dans la continuité des potagers, du potager, du verger et de la grande culture. Quelque chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est sur ce territoire, il y a un château avec un grand parc et donc un mur qui délimite ce parc. Et c'est vraiment un bâtiment, enfin, ce château et son parc, c'est vraiment quelque chose à part, un peu caché comme ça, qui n'a pas vraiment de lien aujourd'hui avec le village, qui est un peu sur le côté. Et donc là, ce jardin qui nous a beaucoup intrigués, en fait, il ne reste que les murs, il n'est même pas à l'intérieur, c'est très très étrange. Le jardin de Boulan. Ouais. On avait l'impression de voir un cimetière un peu, alors que... et alors, bon, je trouvais que dans notre sélection de photos, on n'avait pas été très neutre et qu'on avait beaucoup mis en avant les vieilles maisons, les vieilles pierres. Et je voulais aussi, sans être dans du jugement trop dur, mais je voulais aussi qu'on montre les choses qui fonctionnent un peu moins bien, notamment ces maisons qui sont un peu disséminées comme ça. Il y en a quelques-unes qui ont quand même réussi à sortir du village, qui sont quand même assez rudes. Et un autre élément qui est un peu discutable, mais qui finalement s'inscrit bien dans le territoire, c'est une des exploitations agricoles, une des plus grosses. Et là, c'est un bâtiment qui est vraiment très, très, très long, qui est très imposant, mais avec les boisements et la façon dont il s'inscrit en bas du coteau, font que voilà, ça passe, on peut dire. Bon, je passe un peu plus vite. Oui, ça aussi, quand je vous montrais tout à l'heure le sol orange, ça aussi, c'est un sol qui est pas très, en très bonne santé. On le voit aux plantes qui poussent dessus. Et malgré tout, on a quand même l'impression de... C'est plutôt une photo agréable, je trouve, à regarder. Mais bon, c'est toujours un peu le problème de la photographie qui embellit des choses malgré elle. Ça, c'est une vieille ferme fortifiée. Et on a quelques bâtiments comme ça aussi, un peu seuls dans les champs. Donc ça, on a des granges, quelques maisons qu'on a vues tout à l'heure, cette maison-là. Et aussi quelques bâtiments agricoles qui font vraiment un bâtiment industriel, sont un peu cachés. Tous ces bâtiments moins en harmonie avec le village sont un peu planqués. Donc ça va. Et donc là, c'est à nouveau les talus, enfin le travail de fossé pour l'écoulement des eaux. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bon, je passe un peu rapidement.
On note. J'ai peut-être fini mon temps. Hein. Oui, on reprendra au cours de la discussion dans le, j'ai à peu dans le près débat. tout dit. Oui, Non, c'est pas clair. Voilà. Eh bien, Béatrice, à ton tour maintenant, ouais. donc, de nous faire part de tes impressions de lecture. Merci à vous deux, merci de m'avoir invité. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce texte qui, comme le disait André, c'est une lecture très très agréable avec une écriture très claire. Un peu, je me disais, je ne sais pas pourquoi, un peu comme peut-être sur les photos qui m'ont évoqué ça, ou l'hiver, un peu comme une histoire qu'on se raconte au coin du feu. On lit ça tranquillement. C'est une promenade dans Chambon, en fait, petit village avec ses hameaux autour, hein, ce qui est important et qu'on voit très très bien dans les photos, dont on devient finalement familier, on a l'impression de le connaître. Comme dit Frédéric, une lecture de paysage, c'est comme un partage avec un lieu, comme dans une conversation avec un ami, avec quelqu'un. Et donc, voilà, c'est un espace rural, comme il est dit aussi, qui n'est pas ce qui reste en dehors des espaces urbanisés, des métropoles et du périurbain, mais une réalité complexe, propre. Et voilà, ce qu'on lit dans ces 30 ans, en fait, depuis les effets des politiques de remembrement jusqu'à la création des communautés de communes très récemment, ce qu'on lit, c'est un paysage dont on pourrait dire qu'il est vernaculaire, dans le sens où en parle John Bigelow Jackson, dans une approche synchronique, en fait, qui raconte à la fois les signes du passé et les modifications à l'œuvre. Évidemment, cette approche m'a beaucoup touchée, en fait, car elle rejoint beaucoup de travaux que j'ai moi-même menés, notamment le travail mené dans le cadre de l'ANR Frugale avec une équipe assez élargie, qui consistait à lire justement cette ruralité pour ce qu'elle est, et non pas pour ce qu'on en dit communément depuis dans les représentations dominantes menées à partir des villes, comme étant une indifférenciation spatiale, une dépendance au centre, voilà. Et donc là, on lit bien en fait ce territoire pour ce qu'il est. Et tu l'as dit, Frédéric, mais pour moi, derrière ce récit, derrière cette enquête, eh bien, apparaît vraiment en filigrane un architecte, ou plutôt un paysagiste, je ne sais pas comment tu ressens le plus, mais enclin à imaginer tous les atouts qui potentiellement conduiraient à un projet rural. Et donc, c'est main dans la main avec un maire, avec Bernard Courcoul, que vous avez retracé 30 ans de la vie du village. Et l'ensemble est à la fois très spécifique et très représentatif de la ruralité française. J'y voyais des résonances avec d'autres villages en France sur lesquels j'ai pu travailler, et c'était assez intéressant, voire émouvant. Alors, j'ai envie de revenir sur les 4 thèmes qui ont guidé les entretiens avec Bernard Courcoul et qui montraient la manière dont ils évoquent pour moi des questions de transformation, de projets, des visions, comme l'évoque plusieurs fois Bernard Courcoul, en fait. Alors, le premier sont les liens entre le foncier et le paysage. On voit bien les conséquences terribles qu'ont eu les opérations de remembrement sur les structures parcellaires, sur les haies, sur les arbres, et sur les conséquences désastreuses, à la fois humaines, économiques et paysagères, des politiques centralisées. Avec Bernadette Lisée, ethnologue au Muséum d'histoire naturelle, nous avions concomitamment mené des enquêtes ethnographiques et cadastrales sur un petit village
Picard, qui permettait de retracer l'évolution d'une parcelle depuis la fin du 19e siècle à aujourd'hui. Et on pouvait lire de la même façon, en fait, la complexité de l'organisation parcellaire avant le remembrement et l'évolution qui suivit en termes de gestion de l'eau, des pratiques vivrières, de l'usage du sol et d'une perte des communs vraiment au sens littéral du terme, de lieux collectifs, gérés collectivement. Dans la deuxième partie, Bernard Courcoul insiste sur la nécessité pour un maire d'avoir une vision et d'être capable de dialoguer avec le cadre institutionnel, en fait, que représentent à la fois les administrations locales et nationales, du CIVOM à la sous-préfecture, tout en étant présent auprès des habitants. C'est un vrai défi, en fait, pour ces maires ruraux qui ont très peu de services, enfin, qui n'ont pas de services techniques, et donc qui doivent vraiment être présents sur tous les fronts. Et cette vision, en fait, est complètement essentielle, évidemment, en fait, pour la mise en œuvre d'un projet. Mais comme le dit Alberto Maniaghi, cette vision émane souvent de nouveaux venus dans ces villages, enclins à agir sur une histoire locale. Et comme le dit Bernard Courcoul, comme un palimpseste, en fait, nourri à la fois de la matérialité des lieux, capable de dessiner un projet local de reterritorialisation qui comprend à la fois les dimensions économiques, financières, techniques, procédurales, très très largement, et moi qui m'ont passionné, évoqué dans ce chapitre, et qui font vraiment partie d'un projet collectif, parce qu'on voit bien que ce projet il ne le mène pas seul, et il a vraiment la volonté d'emmener tout le monde derrière lui, y compris les villages autour, et puis évidemment toutes ces grandes administrations auxquelles il a à faire face, et tous les habitants voient ses opposants, puisqu'il est arrivé quand même à la mairie dans des conditions extrêmement difficiles, en fait, avec presque la moitié ou 40%, je ne sais plus, du village contre lui. Oui, quoi, bien sûr. Donc c'était vraiment assez musclé, en fait. Dire, voilà. Et dans la troisième partie, en fait, Bernard Courcoul, potier, artiste, artisan, montre bien comment l'art et l'artisanat apportent au village des regards extérieurs, régionaux, avec cette association auquel il appartient, là, qui est plutôt régionale, je crois, mais aussi nationale, voire internationale. Donc, il y a des étrangers qui arrivent dans ce village et qui y apportent un nouveau regard. Et c'est bien cette hypothèse, en fait, que l'on mène avec Antoine Bresse, qu'on a menée dans la recherche locale, maintenant avec Émile Bailly et Esther Lazare, qui est présente ici, dans la recherche Atterrir, où on essaie de définir justement ce que signifie le terme local, en fait, qui se différencie largement du localisme, et qui est fondé plutôt sur une lecture d'action locale ascendante, portée souvent par des associations, par des citoyens, des petites entreprises, qui contribuent de manière transversale à l'évolution d'un territoire et, ce faisant, contribuent à la mise en œuvre de la transition écologique, en fait. Les réseaux auxquels ils appartiennent, qui sont à la fois ancrés dans la proximité, mais également dans d'autres réseaux qui peuvent être régionaux, voire nationaux ou internationaux, permettent complètement d'élargir cette notion de local à des systèmes donc plus complexes, en fait, que ce que l'on peut souvent appeler localisme. Voilà, c'est à peu près les remarques que je peux faire sur cet ouvrage. Et j'ai envie de vous poser au moins une question, j'en aurai plusieurs, mais qui serait celle des dispositifs d'enquête, parce que tu les as un peu présentés ici, alors que tu ne les présentes pas du tout dans l'ouvrage.
Voilà. D'ailleurs, tu nous as apporté beaucoup d'informations qui ne sont pas dans le livre. Tu as présenté des cartes, des livres qui t'ont inspiré. Est-ce qu'il y a plus de matière, de matériaux, de notes, de dessins? On sent que cette enquête, en fait, est différenciée de celle d'un sociologue ou d'un ethnologue. Et ce sont des questions qu'on se pose souvent en tant qu'architecte quand on fait de la recherche. Parce que cette enquête est à la fois très personnelle et en même temps en pleine immersion dans un lieu, et on sent qu'elle est nourrie en amont. Et Emmanuel, tu l'as encore dit, en fait, d'une connaissance des lieux à la fois physique, kinesthésique, on pourrait dire, mais également intellectuelle. Et d'ailleurs, dans ton intervention aujourd'hui, je pense que tu étais déjà dans le deuxième tome, en fait, qui serait celui d'une interprétation libre de ton propre travail, de ton regard, peut-être de cette matière que tu as accumulée, et de la manière dont il peut nourrir eh bien, une transformation des lieux ou un projet. Alors, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur le processus de recueil de données que tu as mis en place, sur les échanges aussi que vous avez eu ensemble, Emmanuel en a un petit peu parlé, et sur cette complicité qu'on ressent dans l'ouvrage où les photos nourrissent le texte et vice-versa. De deux regards, je pense, qui convergent sur beaucoup de points, et probablement sur l'amour des cartes, j'imagine, sur la préparation collective que vous avez réalisée avant d'aller sur le terrain. D'accord, merci beaucoup de cette question. Merci beaucoup de ta lecture extrêmement fine et je trouve qu'il apporte beaucoup à cette présentation. J'aurais envie avant de répondre à ta question, j'aurais envie de relever deux choses que tu as dites et qui me paraissent devoir être soulignées. La première, c'est cette dimension de la commune, cette échelle de la commune, qui est une échelle, à mon avis, aujourd'hui très importante à considérer, qui a longtemps été déconsidérée parce que moi, pendant toutes mes études et puis pendant ma vie professionnelle, j'ai entendu parler des 36 000 communes qui étaient une véritable calamité parce qu'un très grand morcellement qu'il était impossible de gérer. Et cette échelle de la commune, je dirais que, en tous les cas, pour comprendre la ruralité, elle est essentielle. Et c'est une échelle que recommande Bernadette Lizet, que tu as citée, dont les travaux sur l'analyse des paysages, la compréhension des paysages m'ont toujours nourri, et son petit livre « Comprendre un paysage », que tu connais, qui est magnifique, et qui d'ailleurs m'a beaucoup inspiré dans mes outils, parce qu'elle donne des méthodes pour faire de l'analyse paysagère. Donc Bernadette Lizet souligne cette échelle extrêmement importante, enfin cette échelle de la commune comme tout à fait appropriée pour comprendre un territoire rural. Et le deuxième point que je voudrais aussi souligner, alors c'est la question du récit. J'ai parlé d'un récit de lieu. Vous l'avez peut-être entendu comme un terme voilà, parmi d'autres, mais en fait, ce terme de récit de lieu, je l'emprunte à Nicole Mathieu, qui est une géographe, une historienne, une géographe spécialiste de la ruralité que j'ai côtoyée dans mon histoire professionnelle quand j'étais chercheur au sein du LADIS. Et Nicole Mathieu considère que pour justement appréhender la ruralité, le récit de lieu est quelque chose de fondamental parce que c'est quelque chose qui relie à la fois l'histoire des habitants, les récits de vie avec le cadre, avec le paysage, avec tout ce qui s'est sédimenté dans l'histoire et dans le temps. Et donc, c'est une notion qu'elle considère
méthodologiquement, disons que pour appréhender la ruralité, c'est un outil. Voilà. Donc, ça me paraissait important de remettre sur la table ces deux choses. L'échelle de la commune, parce que aussi, aujourd'hui, les maires sont confrontés à des très grosses intercommunalités. Et l'intercommunalité dans laquelle se trouve Chambon, c'est 67 communes. Donc, vous imaginez que la décision n'est pas facile à prendre quand il faut raisonner à l'échelle de 67 communes. En même temps, cette échelle apporte des expertises qui ne pourraient pas exister à l'échelle d'une commune, donc c'est tout à fait intéressant. Mais en même temps, il y a besoin de faire redescendre les choses au niveau des habitants, au niveau de ceux qui y vivent. Et donc, on rejoint la question du local dont tu parlais, et on rejoint aussi la question du rôle du maire, et de cette échelle de la commune. Voilà. Donc, je voulais reprendre un peu toutes ces choses pour souligner les enjeux qui sont derrière et qui ne sont pas toujours, j'allais dire, faciles à percevoir. Voilà. Alors maintenant, pour les outils, on va répondre aux questions et ça va être l'occasion de partager un peu avec Emmanuel la réponse, enfin plusieurs façons de répondre aussi à cette question des outils, parce que les siens ne sont pas forcément tout à fait les mêmes que les miens. Je dirais que parmi les outils, bien évidemment, il y a le cadre intellectuel, il y a les lectures qu'on fait, qui sont là et qui sont avant le travail de terrain. Les lectures, elles sont multiples. Voilà, c'est effectivement les auteurs qui ont écrit sur le territoire, la façon d'appréhender un territoire, les territorialistes. Tu as cité Alberto Magnaghi, mais bien sûr André Corboz, voilà, d'autres auteurs, Sieverts sur l'Entreville, enfin voilà, bon, toutes ces Bernardo Secchi. Donc ces lectures-là, les lectures concernant la photographie aussi, le travail sur les observatoires de paysages qui m'ont beaucoup marqué, et puis cet ANR qu'on avait fait avec d'autres autour de photo-paysages, justement pour comprendre comment le rôle de la photographie dans l'appréhension du paysage, et puis toute la réflexion autour du paysage. Voilà. Donc la réflexion autour du paysage, c'est les réflexions autour des unités de paysage, la façon dont elles ont pu être définies par les paysagistes comme Jacques Sgard, qui a été l'auteur des premiers plans de paysage, les auteurs des atlas de paysage. J'évoquerai Bertrand Folléa, par exemple, qui a écrit des ouvrages pédagogiques sur les atlas de paysage, et puis Yves Luginbull, qui a aussi écrit sur ces atlas de paysage. Voilà, bon, beaucoup d'auteurs de ce côté-là aussi. Bon. Mais après, concrètement, le travail de terrain. Alors, le travail de terrain, c'est vrai que ça consiste à préparer, d'abord, préparer les choses, et les cartes, là, sont essentielles. Les cartes topographiques, donc collecter les cartes topographiques, les cartes de couverture végétale, les cartes géologiques, les différentes cartes, les cartes historiques. Donc collecter ces cartes historiques et puis les superposer, les mettre à la même échelle. Et c'est un vrai travail cartographique. Et là, j'ai eu un très bon entraînement grâce à Véronique Attet pour ce travail, mais pour bien d'autres, tout le travail qu'on a fait autour des OREAM, donc des organisations régionales d'aménagement du territoire dans les années 70, avec un travail qu'on a fait avec d'autres collègues, mais aussi avec Véronique, qui nous a habitués à constituer des petits cahiers comme ça de cartes qui nous permettaient ensuite de faire du terrain. Parce que superposer les cartes historiques, les cartes géologiques, etc., c'est repérer justement ce qu'on va aller voir. Et après, on va le voir en traçant des itinéraires. Et ces itinéraires, après, on les pratique. Moi, je les pratique comme j'ai pratiqué des transects.
C'est-à-dire que je les parcours et carnet de notes à la main, je prends des notes, j'ai un petit appareil photographique, alors qu'il n'est pas celui d'Emmanuel, qui est beaucoup plus simple, mais voilà, un petit Lumix qui me permet de prendre des notes. C'est rien d'autre que des notes. Et puis, voilà, il y a l'écriture, le dessin et les notes. Alors, je n'ai pas pu photographier mon carnet parce que je l'avais laissé à la campagne cet été. J'ai relu les épreuves du livre pendant les vacances et j'avais emporté tous mes dossiers là-bas. Donc, voilà, c'est resté, mais ce n'est pas grave. Bon, nous en apporter. Quand même. Oui, bon, c'est. Mais voilà, donc il y a ce travail-là. Et puis les rencontres, donc les itinéraires au fil desquels on va chercher de l'information, mais aussi on est réceptif à ce qui arrive, à ce qui se présente. Donc on note, on enregistre. Et puis après, c'est de la matière qu'on remet voilà, qu'on réarticule après le soir ou quelques jours après, voilà, pour construire son propos, pour voir, justement, pour comprendre ces unités de paysage, de quoi elles sont constituées. Et puis, il y a aussi les habitants qu'on rencontre. Alors, les rencontres et là, c'est aussi des notes qu'on prend, des échanges qu'on a avec un agriculteur, avec un habitant. Voilà, moi, j'ai rencontré les agriculteurs de cette grande ferme dont parlait Emmanuel, voilà, qui m'ont questionné sur ce que je faisais, etc. Et ça a été l'occasion de discuter aussi de leur position dans le village, de l'agriculture très productiviste qu'ils font, et qui est très visible à travers les bâtiments, mais qui sont des bâtiments compacts aussi, comme on l'a dit, qui s'intègrent, qui sont assez bien positionnés finalement dans le paysage, parce que le maire a su choisir, a su discuter les emplacements, c'est-à-dire qu'on a des grosses exploitations, mais l'une est située dans le bas de la plaine alluviale, au bord de la rivière, et elle se fond comme ça quand on est en haut, quand on voit la plaine depuis le coteau. Une autre grande exploitation est située, elle est collée au boisement sur le haut. Enfin, donc, elles ont des positions qui sont des positions qui font que le paysage les accepte, les intègre. Voilà. Voilà, donc il y a ces... Pour répondre à la question des outils, il y a cela. Et puis après, il y a tout le travail photographique alors, qui est fait avec Emmanuel. Donc là, je me suis laissé entraîner, c'est-à-dire que voilà, j'ai accompagné pour la première fois un photographe pendant plusieurs journées. Et je l'ai suivi, je l'ai observé, je l'ai conduite aussi parce que j'ai conduit la voiture. Mais c'était extrêmement intéressant. Et ce qui m'a paru vraiment essentiel, c'est que mon travail d'enquête n'est pas le projet photographique. C'est-à-dire que le projet photographique, il s'est construit aussi autour de partis pris que Emmanuel a énoncé dès le départ. Voilà, on va appréhender le village depuis l'agriculture, depuis les champs, par l'arrière, depuis en haut. Et puis, voilà, toute cette sensibilité pour l'eau, pour les fossés, pour tout ça. Donc, voilà. Mais après, je te laisse, Emmanuel, parce qu'il y a à la fois le travail de terrain et puis après, tout le travail post-photographique. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'imagine pas parce que c'est extrêmement important. Alors, je te laisse. J'en ai un petit peu parlé aussi tout à l'heure. C'est vrai que à partir de toute la matière qu'on enregistre, on fait des choix et qui sont dictés aussi par la façon dont on va montrer les images, la taille qu'elles vont avoir, et puis d'arriver à articuler à la fois du sens et une forme qui soit satisfaisante. Et donc, c'est vrai que ça a été un travail qui était assez long parce qu'il y avait quand même beaucoup d'images. Et on a fait, on s'est vu, enfin, moi j'ai fait déjà des choix, et on s'est vu 2 ou 3 fois, on a dû éliminer, pour vraiment arriver à des images qui ont une cohérence les unes avec les autres, qui parlent aussi de tous les sujets dont on voulait parler, et qui restent des belles images, qui sont sensibles, avec des lumières qui sont intéressantes. On a travaillé au printemps, et c'était pas du tout
c'était compliqué, ce moment précis, parce que c'était vraiment le moment où toute l'herbe, toutes les plantes sortaient. Tout était vert fluo, mais vraiment fluo. Et donc, du coup, chose que je fais assez rarement, mais j'ai quand même beaucoup retravaillé les couleurs de ces photos pour qu'il n'y ait pas tout ce vert qui paraissait vraiment complètement artificiel et qui finalement prenait toute la place dans les images. Donc c'est pour ça qu'elles ont un côté un peu éteint comme ça, parce que je voulais pas parler uniquement du vert, mais plutôt de la topographie, des reliefs. Ce qui fait aussi qu'on a choisi des horaires pour aller travailler, pour faire les photos, plutôt en fin de journée ou en début de journée pour que le soleil dessine vraiment tous les micros creux du sol. Voilà, après, c'est vrai que moi, dans mon travail en général, la photo, l'enregistrement photographique, c'est un outil et après, je vais le retriturer, je vais en faire autre chose. Ça peut être imprimé sur un caillou, ça peut être des grands textiles accrochés dans une forêt. En fait, à chaque fois, la façon de montrer les images, elle va raconter. C'est aussi important que l'image en elle-même, parce que ça va rajouter, ça renforce le propos que je veux tenir. Il y a quelque chose dont tu n'as pas beaucoup parlé dans la méthode, c'est quand même les entretiens avec Bernard. C'était quand même quelque chose de... Autant tout ce que tu as décrit comme méthodologie, c'est un peu ce que moi aussi je peux utiliser en général, les lectures, toutes les connaissances, plus une connaissance aussi de la photographie de paysage, assez poussée. Mais là, il y avait une vraie différence, c'est qu'on avait accès à une histoire racontée par Bernard, qui est dans ce village, qui n'est pas né dans ce village, qui est arrivé dans le village jeune adulte et qui raconte exactement tout ce qu'il a fait. Enfin, du coup, quand on était sur le terrain, un arbre, on connaissait déjà son histoire, alors qu'on ne connaissait pas l'arbre avant d'y aller. Et ça, c'était hyper précieux parce que du coup, on pouvait être vraiment très, très précis dans ce qu'on choisissait de montrer. Et puis, même de l'avoir rencontré, on a passé un peu de temps quand moi j'étais sur place. Et, il a une quantité aussi les bulletins municipaux. Enfin, il a aussi beaucoup de matière, d'écrits, de photos. On aurait pu y passer encore quelques temps. Non, c'est vrai que... Oui, pour y en complément et avant que tu répondes, c'est un peu la question que je posais, c'est comment on passe de cette matière qui est finalement assez classique en fait, pour un architecte, un urbaniste, à une rencontre. Comment cette matière suscite des questions qui vont permettre de guider les entretiens que tu organises avec Bernard. Alors, ouais. Les entretiens, en fait, dans une pratique plus courante d'analyse des paysages ou d'appréhension des paysages, il y a tout un registre qui est de l'ordre de la dimension historique ou archivistique. C'est-à-dire qu'il y a le travail de terrain, mais il y a aussi un travail à partir de documents, à partir d'archives, des archives locales, souvent municipales, à partir de photographies, de cartes postales, etc. Donc tout un travail qui est plutôt documentaire que l'on fait, etc. Et là, dans ce cas précis, ce travail documentaire, je n'ai pas eu à le faire parce que il y avait d'abord, il y avait ce projet d'entretien avec Bernard et c'était aussi
une connaissance de ce territoire que j'avais acquise au cours de nombreuses conversations que j'avais eues par le passé en le côtoyant depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on se voyait régulièrement et on parlait de la campagne, on parlait du village, on parlait de cette situation. Et à chaque fois, j'étais étonné de l'acuité de ses propos, de l'acuité de son regard, de la pertinence aussi de sa vision, etc. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie de mettre ça, de coucher ça noir sur blanc et d'en faire des entretiens. Alors après, les entretiens, c'est aussi une technique, c'est aussi une méthode. Et puis, Caroline Magnac, qui est ici présente, nous en fera, ça sera le sujet de notre prochain séminaire doctoral, parce qu'avec les doctorants, on a décidé de discuter ensemble de cette question des entretiens, parce qu'en fait, on les fait. Il y a plusieurs façons de les mener, plusieurs façons de les conduire en fonction du sujet que l'on traite. Et ben dans ce cas précis, c'était des entretiens semi-directifs que j'avais préparés. Et ma façon de travailler, c'est toujours de préparer ces entretiens avec peu de questions, pas plus de 5. Je fais des entretiens d'1 heure à peu près. Alors là, ils ont duré un peu plus longtemps parce que Bernard est bavard et puis il invente aussi les questions. Donc, mais il les avait préparés très soigneusement. Il s'était préparé à chaque entretien. Je pense que en tous les cas, c'était un vrai plaisir que de les mener. Et puis, quand il a fallu les transcrire, ça s'est fait très facilement parce qu'il a une parole très, très construite et puis très précise. Donc, voilà, c'était... Et c'est vrai que ces entretiens nous ont apporté énormément d'informations, nous ont apporté toute cette épaisseur qui nous a permis aussi assez vite de regarder les cartes avec stratégie. Et puis même sur place, c'est vrai, on voyait un arbre au milieu d'un champ, celui que tu as photographié, un noyer au milieu d'un champ. Il nous parlait de ces noyers après le remembrement. Voilà, les quelques haies qu'il a fait aussi replanter dans la plaine alluviale, bon, on les a perçus. Enfin voilà, donc ça nous a guidés aussi. Et tu l'as dit à un moment donné, tu m'as dit, mais en fait, je vais très rapidement sur ce projet, je vais beaucoup plus vite que sur d'autres projets où j'ai besoin de m'imprégner davantage ou d'aller chercher davantage. Mais là, finalement, j'avais à disposition beaucoup de connaissances. Donc voilà, oui, les entretiens font partie du... Ouais. C'est intéressant. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous a eu le temps, l'occasion de lire les livres. Et si vous avez des questions à poser à Frédéric et Emmanuel. C'est toujours le moment critique. Enfin, moi, je n'ai pas forcément de questions, mais je pourrais dire seulement que j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. C'est-à-dire, et un peu comme le disait André, c'est-à-dire, une fois que j'ai commencé, je l'ai fini. Ce qui est assez rare. C'est assez rare, en fait, dans nos lectures quotidiennes, quoi. C'est donc grand plaisir. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était aussi un peu d'interroger ou d'approfondir ces principes de décision du maire, c'est-à-dire par rapport à des décisions d'aménagement, des décisions de suppression de bâtiments ou au contraire de garder des bâtiments, etc. Toute la question de la décision, ça m'a beaucoup intéressée. Comment ça se passe, quoi? Comment ça se passe au niveau municipal, quelle est son action municipale, donc, et par rapport au paysage, mais aussi bien sûr par rapport au paysage bâti. Donc voilà, c'est ce qui apparaît. Et puis aussi l'acceptation des nouveaux arrivés, des nouveaux arrivants et les façons de les intégrer dans le village. Et donc c'est cette dimension-là qui m'a beaucoup plu. Voilà. Bon, alors bien sûr, les photographies, tu l'as très bien dit, elles ont été prises à un moment du début du printemps, hein, et on voit bien les sols, enfin par exemple ce champ, il est
ça n'a pas encore poussé. Donc, et on imagine bien qu'il y a une transformation aussi de tout ce territoire tous les 2 mois ou même plus vite. Hein. À chaque fois, ça se transforme très vite, de mois en mois, ce paysage agricole. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. C'est vrai que ça aurait été bien de pouvoir mener le travail photographique sur une année. Moi, j'aurais bien aimé avoir vraiment le temps de revenir, justement de montrer ces modifications du paysage, les moments où on voit vraiment beaucoup les bâtiments, les moments où ils sont complètement disparus, parce que les cachés dans le végétal. Et je pense que ça aurait été très intéressant de pouvoir être un peu sur du long terme. La qualité du rural, bien saisir le passage des saisons. Ah oui, Et ce qui m'a intéressé, c'est quand tu as parlé tout à l'heure, Frédéric, de la question des vergers. Parce que, en fait, dans la campagne, il y a pas mal de vergers et souvent, enfin, plusieurs d'entre eux, aujourd'hui, sont de plus en plus abandonnés. Et ça serait intéressant de savoir comment ce maire pense, avec les habitants du village, l'abandon de ces vergers, ou au contraire leur réappropriation, ou même peut-être les pensées qui conduisent les habitants à ramasser les fruits, quoi. Et parce que c'est quelque chose qui est assez courant quand même, ces questions d'abandon et ces questions de négligence des fruits tombés, etc. Enfin bon, je trouvais que c'est une dimension peut-être qui pourrait être un peu plus développée encore. Oui. Ouais, je pense que, pour répondre à ta question, Bernard n'est pas là, mais on a fait le constat que le village devait affronter maintenant un défi qui est celui de passer de cette agriculture productiviste à une agriculture davantage en relation avec la transition écologique et puis aller vers une agriculture bio davantage, mais aussi c'est pas uniquement un problème de production uniquement, et c'est pas unique. Enfin, ça repose sur les épaules. Maintenant, il n'y a plus que 3 exploitations. Donc, ça repose sur les épaules de ces 3 exploitations que d'aller vers ces nouvelles pratiques. Mais c'est aussi la question des nouveaux arrivants. Et ça, Bernard disait qu'il y a des nouveaux arrivants, il y a un nouvel arrivant qui introduit du maraîchage dans le village. Et oui, et il y a de nouvelles pratiques qui s'installent, et notamment justement les vergers. Pourquoi pas rétablir de nouveaux vergers, mais ça veut dire qu'il faut que cette idée se diffuse, enfin qu'elle soit réappropriée par les habitants, par les nouveaux, par les anciens, je ne sais pas, mais c'est effectivement, il y a une nécessité que de réintroduire davantage de diversité, mais les choses sont là, c'est-à-dire qu'il y a des petits... D'abord, il y a quelques vergers qui restent, enfin on en voit quelques-uns, mais je pense que c'est effectivement un véritable enjeu pour l'évolution de ces villages, l'évolution de la ruralité, pour faire que de nouveaux habitants viennent s'installer. C'est un enjeu que de nouveaux usages puissent se développer, c'est sûr. C'est lié aussi peut-être à d'autres actions, mais ce que montre bien le livre, c'est qu'en fait, pour répondre à ces différents défis, c'est toute une série d'actions qui s'imbriquent les unes à la suite des autres. Enfin, il faut avoir un projet finalement assez complexe et assez global. Et voilà. Oui, Corinne. Oui. J'ai lu aussi le livre avec grand intérêt cet après-midi.
Je vais revenir sur le chapitre 3 de Gauthier. Et en fait, ça me fait penser, au village enfin, j'ai passé des vacances avec mon enfant. Il y a, bien sûr le territoire est différent, il y a des formes d'agriculture différentes, mais en fait, c'est assez exemplaire de certaines évolutions. Ce que j'ai apprécié aussi dans l'exposé de Maire, c'est qu'il n'élude pas les formes de domination ou de notabilité qui se sont succédées là, avec les grands propriétaires terriens, la famille Tristan, là. C'est par hasard non plus si le maire intermédiaire était docteur. Et lui, il arrive, c'est quelqu'un qui a été éduqué, enfin, qui est passé par l'université. Et puis, effectivement, il y a cette espèce de, enfin, en tout cas dans le village dont il est maire, c'est comme si la notabilité que lui aussi représente était disjointe de celle qui finalement compte, hein, comme tu as parlé, c'est-à-dire les 3 ou 5 familles qui restent et qui ont sur lesquelles qui ont la terre. Et donc, dans toute cette optique de réparation des campagnes qui nous intéressent, les urbains, moi j'aurais aimé qu'il soit là pour lui poser la question, parce que c'est en même temps les paysages qui sont venus de l'Open Shield, alors vu avec les photos sont magnifiques. On se dit effectivement on pourrait peut-être faire un peu de retouche et rajouter des haies. La biodiversité, si on la réintroduit mieux, va aussi changer, cloisonner davantage, et pourquoi pas les... Donc, j'avais un peu cette envie aussi de discuter avec le maire. Mais effectivement, comme tu dis, passer par le récit, les récits, ça fait penser aussi au bouquin de Morin, enfin de toute son équipe, qui remonte déjà maintenant 50 ans, hein, oui. Sur sa monographie de... Mais en fait, il ne passait pas par la description des paysages, plutôt des récits de vie, et pour montrer justement cette évolution sociale qui a été très rapide, qui continue à être rapide aujourd'hui. En fait, je pense que c'est nouveau de la rapidité, mais en fait, qui montre effectivement les changements sociaux. Alors, ce qui m'a un petit peu manqué, peut-être, je dois dire, c'est des témoignages féminins, parce que l'impression dans tout ce bouquin que, à part la femme du potier, et puis une conseillère municipale à un moment qui apparaît dans le récit, c'est les histoires finalement de garçons avec les chasseurs, pas que les chasseurs, mais les agriculteurs, les maires de l'intercommunalité. Et je me dis, tiens, bon, peut-être c'est pas le tas des dieux, j'en sais rien. Mais ça m'aurait intéressé aussi. Sur ce dernier aspect des choses, je pourrais pas vraiment te répondre, sauf à te dire que, effectivement, de toute façon, les villages ruraux et en tous les cas la gestion de ces villages jusqu'à présent j'allais dire, oui, non, en fait, je ne sais plus parce qu'il y a beaucoup de maires qui sont des femmes aujourd'hui. J'étais présent à une réunion dans le petit bourg voisin de Preuilly-sur-Claise avec tous les maires de l'intercommunalité, donc il y en avait un certain nombre. Et en fait, il y avait au moins 50% de femmes par rapport. Ouais. Mais c'est vrai que dans le récit, mais je pense que dans les années dont parlait Bernard, c'était pas la réalité. C'était davantage masculin. Bon, mais après, il faudrait effectivement, faut regarder ça avec des lunettes qui sont les bonnes. Et voilà. Bon, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus long sur cette dimension-là. Sur la dimension sociale, c'est vrai que en fait, c'est Bernard Courcoul qui en parle et qui nous permet de la comprendre et de l'appréhender. Ce que je dirais, c'est que en revanche, les deux grands propriétaires terriens à l'origine de ce territoire sont encore incarnés à travers les châteaux. Et d'ailleurs, ces châteaux sont comme deux verrous qui contrôlent l'accès à cette plaine. Il y a d'un côté le château du Rouvray
avec le comte de Tristan qui est toujours, enfin, toute la famille est encore là, et puis il y a le château de la Custière qui est dont la famille d'origine, je pense, n'est plus là, mais qui est voilà, qui a été racheté par un propriétaire. Mais en tous les cas, cette présence, elle est toujours physiquement là à travers ces deux bâtisses, et qui ont une position stratégique sur le territoire. C'est impressionnant. Il y a d'autres questions? Oui, merci beaucoup. Alors, moi, je n'ai pas lu le livre, parce qu'en fait, j'attendais la présentation aujourd'hui pour m'en imprégner, et je me dirais bien sûr à Noël, comme je l'ai promis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir votre dialogue, votre présentation. Moi, je me posais la question, en fait, parce que c'est un objet évidemment très particulier, enfin, ce livre. Et donc, c'est finalement, alors, du côté de la photographe, je pense que c'est une question qui vient très compliquée, mais c'est entre l'auteur et le chercheur. Parce qu'effectivement, il y a eu tout un faisceau d'occasions qui a fait que tu es arrivé voilà, sur ce projet, sans doute période de suspension, voilà, du confinement à déclencher là-dessus, enfin, cela. Mais peut-être d'autres choses aussi qui ont fait qu'à un moment, le chercheur a voulu se déplacer sur un autre mode d'écriture, sur un autre mode de production, les mots de transition sont arrivés, etc. C'est lié. De quelle façon, finalement, ce déplacement sur un autre mode d'écriture par rapport à celui qu'on a l'habitude d'avoir. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres productions en fait littéraires ou je ne connais pas l'ampleur, mais je connais plutôt la partie scientifique, voilà, mais je trouve que c'est tout à fait intéressant. On a tous en tête parfois cette idée effectivement de se déplacer sur d'autres modes d'écriture pour réfléchir en fait à un objet, peut-être les croiser de manière plus intime, plus profonde aussi. Et maintenant, effectivement, qu'est-ce que ce passage, qu'est-ce que cette écriture, effectivement, produit éventuellement sur la suite. Enfin, voilà, c'est plutôt une question qui s'adresse à Frédéric, mais je pense qu'elle s'adresse aussi à Emmanuel, parce que effectivement, je connais beaucoup moins les travaux, mais aussi, voilà, la photographie écrite, la photographie est une écriture, et en même temps, il y a une recherche. Enfin, vous avez comparé vos modes de dispositifs d'enquête, etc. C'est équivalent. Oui, c'est effectivement un travail de recherche. C'est pas uniquement des images, c'est jamais des images gratuites. Il y a toujours énormément d'interrogations avant de commencer à photographier, ou alors des fois après. Enfin, il y a un sujet sur lequel je travaille. Je vais commencer par aller faire des images, revenir et en regardant les images, comprendre ce que j'avais en tête de façon un peu inconsciente et après du coup chercher plus d'informations. Et je travaille assez régulièrement avec des chercheurs pour essayer de rendre sensible leurs propos, m'en imprégner et puis de donner plus d'épaisseur à mon travail. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, de façon assez naturelle finalement. Il y a des points comme ça. Par rapport à l'écriture, écriture écrite, vraiment, en fait, je préfère que ce soit les images qui parlent plutôt qu'un discours avec des mots. Et donc, j'ai plutôt choisi ce mode d'écriture vraiment par l'image. Et je propose souvent des images qui sont un peu, qui demandent un peu un effort pour les comprendre. Elles se donnent pas tout de suite à lire. Ça demande toujours un peu une petite pause pour s'imprégner, rentrer vraiment à l'intérieur et les regarder assez précisément. Voilà. Bon.
Mais écoute, merci Nathalie pour cette question, parce que c'est vrai que c'est... Alors, c'est un mode d'écriture qui est assez différent enfin, pas assez, un peu différent de mon mode d'écriture habituel. Je dirais que c'est très intéressant d'y réfléchir parce que finalement ça s'est fait, j'allais dire, de manière un petit peu, voilà, par pris dans l'action, ça s'est passé comme ça, mais disons que je suis passé à un récit à la première personne, ce que je ne fais pas souvent, et ça a été aussi sous les conseils des éditrices hein, qui m'ont engagé à écrire à la première personne, parce qu'au départ, mon texte était écrit était écrit avec plus de distance, et là, je suis allé, et je pense que ça a du sens aussi par rapport à cet objet qui est la ruralité. Et ça a du sens aussi par rapport à mes fréquentations passées dont j'ai parlé, c'est-à-dire Nicole Mathieu qui a été qui faisait partie de l'équipe d'Edgar Morin quand ils ont travaillé sur ce village. Le nom m'échappe, c'est Plouzanet. Ouais, enfin bon, ce village breton. Donc Nicole faisait partie elle était jeune chercheur à l'époque, elle faisait partie de l'équipe. Mais ma fréquentation de ces ruralistes, hein, et puis je pense aussi à Martin de la Soudière, hein, qui est un ethnologue ruraliste, et qui invite volontier à utiliser ce mode du récit à la première personne, parce que c'est aussi une manière je pense, d'atteindre des sujets et puis d'atteindre aussi une connaissance qui passe par l'individu, qui passe et qui se communique à travers un récit à la première personne, en fait. Voilà. Donc, finalement, je me dis que c'était là, que finalement le conseil qui m'a été donné, en tous les cas, par mes éditrices, d'y aller, était le bon. Et bon, alors après, voilà, peut-être que ça mériterait d'y réfléchir de manière un peu plus approfondie. En tous les cas, c'est sûr que c'est un déplacement. C'est pas mon objet. Enfin, c'est vrai que je travaille davantage sur les espaces métropolitains que sur les paysages ruraux. Mais voilà, ce livre est aussi la résultante d'une longue fréquentation, d'une part de géographes ruralistes, et puis après de mon passage aussi à l'École nationale supérieure du paysage, où j'ai beaucoup côtoyé les paysagistes, hein, et voilà, et j'ai beaucoup travaillé avec eux aussi. Donc voilà, c'est aussi le fruit de tout cela. En tant qu'éditrice, si je peux me permettre de prendre la parole sur cette histoire d'écrire à la première personne, c'est un exercice en fait assez difficile parce qu'il faut trouver la bonne distance. C'est une histoire d'implication personnelle qui est en jeu, et dans un domaine de chercheur, ça prend tout un sens parce que maintenant on sait bien que l'objet observé et l'observateur ne sont pas indépendants. Et pour autant, c'est jamais quelque chose d'épidermique. Donc c'est à la fois s'impliquer, mais trouver la distance avec soi de ce qui nous est intime et qu'on veut pas donner, partager, et de ce qui est partageable, quoi, et ce qui a du sens d'être partagé. C'est une question d'introspection intéressante. C'est vrai. Là, je trouve que c'est très réussi. C'est vrai, merci. C'est vrai aussi que la question de l'engagement est aussi une question difficile. Enfin, qui pour un chercheur est une question difficile parce que, voilà, quand on est chercheur, on n'est pas militant. Et en même temps, on peut être aussi engagé. Donc voilà, où est la frontière, voilà, jusqu'où on tient sa position de chercheur et on ne va pas vers quelque chose où il y a davantage d'empathie. Enfin, voilà. En même temps, la recherche
suppose également de la passion, de l'empathie, etc. quoi. Donc c'est vrai que c'est des questions... C'est toujours coloré aussi par sa sensibilité personnelle, par les intuitions qu'on peut avoir, par la façon dont on se dirige inconsciemment vers tel ou tel aspect. Ouais. Par toute sa formation aussi, parce que comme l'a dit Béatrice, on agit aussi en tant qu'architecte et voilà, et moi, bon, j'ai pas eu une formation de paysagiste, mais côtoyer les paysagistes, je me suis imprégné de leur culture et de leur façon de faire. Donc, Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup.